On va parler de l'animal et de son retour en France, parce qu'il est quand même resté absent de très nombreuses années, puisqu'il avait été complètement éradiqué, son organisation sociale, et enfin, dans quel environnement il est, et quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour qu'il soit là. Voilà. Alors le premier chapitre, c'est pas moi qui ai fait cette photo, mais vous verrez, les miennes sont beaucoup plus belles. Alors, pourquoi il y a le lynx et le chat forestier? C'est intéressant. Il s'est passé quelque chose dans le montagne. Oui. Bon, bref. Oui, il existe en France, on a maintenant en France deux types de félidés. On a le lynx et le chat forestier ou le chat sauvage. Mais pour faire la différence entre un lynx et un chat forestier, il faut savoir qu'un lynx, ça peut peser jusqu'à 25 kg et un chat autour de 5 kg. Donc vous voyez le rapport des poids, ça donne une idée de le rapport des tailles. Le lynx, lui, il a été complètement éradiqué, et une des raisons, c'est la facilité avec laquelle on peut le détruire. Je dirais pas au lance-pierre, mais pas loin, quoi. Il a été complètement éradiqué, et s'il est présent aujourd'hui en France, c'est suite à deux programmes de réintroduction. Il y a eu un premier programme, c'est les Suisses qui l'ont réintroduit entre 1972 et 1975, dans le Jura principalement. Et si aujourd'hui on voit des lynx ici, dans le Bugey ou dans les Alpes, c'est suite à cette réintroduction-là. Et en France, on a conduit une grosse opération de réintroduction dans les Vosges, qui a duré une dizaine d'années. On en a réintroduit à peu près 25. Et ça a commencé, au début, ça a bien marché. Et puis, compte tenu des spécificités synégétiques dans les Vosges, dans ces coins-là, le lynx a été éradiqué. Il a à nouveau disparu, il doit en rester un ou deux. D'autres sont en train de revenir parce que des Allemands ont mené une campagne de réintroduction du côté du Palatinat. Donc si aujourd'hui il y a du lynx en France, c'est pas consécutif à la réintroduction que nous, Français, on a conduit, mais c'est suite aux réintroductions des Suisses. Vous m'arrêtez si... Non, vous voulez qu'on pose des questions après? Je veux bien que vous... Excusez-moi, effectivement, je n'ai pas précisé. On va vraiment avoir un temps de questions-réponses. D'accord, mais c'est juste sur un mot synégétique. Synégétique, oui. C'est la chasse. D'accord. Excusez-moi d'utiliser un vocabulaire qui est spécifique. Excusez-moi. Donc, notez bien vos questions, parce qu'on aura 20 bonnes minutes pour vos questions. Voilà. Merci. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on voit cette carte qui est établie par l'Office français de la biodiversité, on s'aperçoit qu'il est complètement cantonné. Je boite un peu parce que je me suis cassé la jambe. Il est cantonné complètement sur l'est, principalement dans le Jura, et quelques points qui subsistent dans les Vosges, suite notamment aux réintroductions. Et puis, il y a ici ou là des données très éparses, mais j'en parlerai tout à l'heure au moment de sa dispersion. Le lynx n'a pas du tout le même type de comportement en termes de dispersion que peut l'avoir le loup. Le loup, aujourd'hui, vous entendez en permanence sur les journaux, tiens, il y a un loup qui a été vu en Bretagne, il y a un loup qui a été vu à tel endroit. Les loups sont capables de disperser sur très grande distance, pas le lynx. Elle se trouve avec des densités, non pas optimales, mais des densités importantes par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. On peut considérer que 80-90%, c'est même à mon avis, oui, 90% de la population de lynx est localisée dans le Jura. Alors dans le Jura, ça commence
ça commence très, très près, hein, ça commence dans le Bugey, et puis ça va jusqu'en Suisse, hein, jusqu'à la frontière. Puis après, il y a une continuité de la population côté suisse. Hein. Quand je parle du Jura, là je parle du Jura français. Dans les Alpes, le lynx il est présent dans les Alpes, mais on ne sait pas comment dire, on ne comprend pas bien ce qui se passe dans les Alpes, pourquoi il n'y a pas une augmentation de la population beaucoup plus significative. Il est présent dans les Alpes depuis 20 ans, mais la population n'a pas explosé. Les raisons pour lesquelles ça n'a pas explosé, on ne les connaît pas. En ce qui concerne les Vosges, je ne vais pas y revenir, je vous en ai déjà parlé. Hein. Alors, il y a 2 facteurs limitants qui sont extrêmement importants. Pourquoi il n'y en a pas plus? Il y a d'abord le braconnage. Ça, c'est des facteurs limitants qu'on connaît. Le braconnage, voilà un article d'Ouest France hein, que j'ai repris. Olcada, ils sont dans certains... Alors, ils se braconnent bien sûr chez nous, mais ils se braconnent beaucoup moins que dans les Vosges. Pourquoi dans les Vosges il a été exterminé et pas dans le Jura? Parce que les modes, j'allais dire, de pratique synégétique, les modes de chasse sont complètement différents. Chez nous ici, quand je dis chez nous, c'est par là, on chasse, pas le on, excusez-moi, il chasse en battu. Et quand on est en battu, on n'est pas tout seul. Alors que dans les Vosges, ils chassent sur mirador. Et là, ils sont complètement isolés, tout seuls. S'il y a un lynx qui passe en dessous du mirador et que la personne décide de le flinguer, c'est fait dans une discrétion qui n'existe pas quand on est en battu. Et puis, l'autre facteur limitant qui est extrêmement important, c'est les collisions routières. Actuellement, on estime que la population de lynx dans le Jura français, elle est autour de, c'est approximatif, de 150 bestioles. Je réutilise le terme. 150 bestioles. Cette année, il y en a eu plus de 25 qui se sont fait écraser. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ce qui explique le fait que depuis 20 ans, à peu près, la population de lynx ne croît pas. Enfin, c'est marginal, parce que les naissances ont tendance à compenser la mortalité, et par le braconnage, et par la route. Mais la route, je crois que c'est de l'ordre de 25 cette année. Alors, son organisation sociale. Chaque famille d'animaux, je ne vais pas utiliser bestiole sans arrêt quand même, a une propre organisation sociale. Vous avez des bêtes comme le loup qui vit en meute, avec des relations très très fortes entre individus. Les félidés, hormis le lion, n'ont pas ce type d'organisation. Et d'une façon générale, voilà, c'est là que vous allez me poser des questions, oui, je vois. C'est ça. Voilà comment ça se passe. Le rut, c'est en février-mars. Ouais, ça va jusqu'en avril. Alors là, si vous voulez, si quelqu'un d'entre vous s'intéresse au lynx, c'est la période. C'est le moment où il faut être dehors. C'est le moment où, si vous craignez pas trop le froid, il faut dormir dehors. C'est pourquoi? Parce que c'est le moment où il chante. Alors, le terme chanter, c'est un copain qui l'a utilisé. En fait, il s'appelle. Mais ces vocalisations sont tellement chouettes que, alors c'est très spécial, hein, mais c'est le moment où on arrive à les localiser, à les entendre. Entre les localiser, les entendre, puis après les voir, c'est autre chose. Et c'est la seule période, a priori, où il va exister des contacts entre les deux sexes, au moment du rut, pour l'accouplement. Et si vous lisez tous les bouquins, toutes les études qui sont faites, ou qui ont été faites sur le lynx, il est dit que, à partir du moment où il y a eu accouplement, c'est
chacun pour soi. La femelle part de son côté et le mâle part ailleurs, probablement pour essayer de s'accoupler avec une autre femelle. Puis après, c'est tout. Mais on s'est aperçu ces dernières années, grâce au développement de nouvelles techniques, et notamment l'utilisation de caméras pièges, que c'était moins tranché que ça. Et on a observé, alors quelquefois, de là le généraliser c'est difficile, mais on a observé quelquefois un lynx mâle qui avait tué une proie. Juste une petite parenthèse, le lynx ne mange que les proies qu'il a tuées. C'est-à-dire que si vous mettez une charogne, comme pour une autre bestiole, comme le loup, etc., ça ne sert à rien. Il faut qu'il ait tué la bête. Bref, donc le lynx avait tué un chameau, en l'occurrence. Il était en train de le manger, ça c'est une observation que des amis ont fait. Il était en train d'en manger, et il y a une femelle qui est arrivée avec 2 petits. Et le mâle s'est écarté, la femelle et les petits ont mangé, et la femelle est allée se coucher, et il y a un des 2 petits qui est allé tourner autour du mâle. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il peut y avoir des rapprochements certainement beaucoup plus importants que ceux auxquels on pensait jusqu'à maintenant. Ça, c'est une partie, en termes d'organisation sociale, de la relation entre mâle et femelle. Maintenant, la femelle, à partir du moment où elle va mettre bas, et elle met bas à peu près 70 jours après son accouplement, elle va garder les petits pendant 1 an, pratiquement pendant 1 an. Elle garde ses petits, et rappelez-vous de ça, parce qu'on va y revenir après sur le régime alimentaire, elle garde ses petits, oui, pendant 1 an, et du jour au lendemain, il faut qu'ils dégagent. Et ils n'ont jamais chassé avant d'être seuls. C'est-à-dire, tant qu'ils sont avec leur mère, tant qu'ils sont avec leur mère, elles tuent une proie et ils viennent tous les 3 manger cette proie. Voilà ce que je peux dire sur l'organisation sociale telle qu'elle est connue aujourd'hui. Alors j'avais quelques petites questions complémentaires. Alors fréquentant Georges, je sais par exemple que les loups ont des sites de rencontres pour former des couples, donc on n'a rien inventé. Et est-ce que les lynx, comment les lynx font pour se rencontrer, justement? Enfin, vous avez déjà un peu répondu avec les appels, mais est-ce qu'il y a aussi des lieux de rencontre? Oui, qui sont moins définis, qui sont moins, comment dire, caractéristiques ou caractérisés que peuvent l'être ceux des loups, mais oui, il y a des endroits en tant que naturaliste où on sait en période de rut où il faut aller à tel endroit parce que d'année en année, c'est dans ce secteur-là que aura lieu la rencontre et peut-être l'accouplement. Oui. Ensuite, j'avais une question sur Oui, pardon. J'ai rencontré à plusieurs reprises, parce qu'il court après les mêmes bestioles que moi, quelqu'un dont vous connaissez forcément le nom, Munier, le photographe, celui qui a fait le film La Panthère des Neiges. Eh bien, lui, il a eu la chance, dans un endroit où je suis allé un paquet de fois, mais lui, il a eu plus de chance que moi, lui, il a eu la chance, en sachant que ce coin est un point névralgique à ce moment-là, de filmer l'accouplement. Donc, je veux dire, il y a une... Oui, ça se reproduit d'année en année, quoi. D'accord. Donc, autre question, c'est sur les familles de lynx. Quel est le nombre... combien d'individus il y a dans une portée, notamment? Est-ce que c'est... La valeur moyenne, c'est 2. Ça peut aller jusqu'à 4. L'année dernière, dans le budget, s'il y en a parmi vous qui connaissent le budget, vers Évosges, il y avait une portée de 4 individus. D'accord. Autre question, c'est la question du territoire. Est-ce que c'est un animal territorial? Est-ce que, comme les loups le font, est-ce que les lynx défendent leur territoire par rapport à d'autres lynx? Ils marquent beaucoup leur territoire, mais en fonction de ce qu'on sait. Je dis bien en fonction de ce qu'on sait. Parce que le lynx, c'est pas le loup. Hein. Je veux dire, vous m'avez parlé du loup.
je l'ai affûté 400 ou 500 fois, je l'ai vu 150 fois, donc c'est pas très très difficile à voir des loups. Le lynx, je ne l'ai pas affûté 400-500 fois, mais je l'ai certainement affûté 200-300 fois, je l'ai vu 3 fois. Hein. C'est pas pareil, hein. Ça joue pas dans la même cour. Hein. Donc, en fonction de ce qu'on sait, on n'a jamais eu d'informations sur des conflits entre individus. Exemple, au moment du rut, sur le territoire d'une femelle, c'est la femelle qui attire les mâles. Donc, ça se passe sur le territoire de la femelle. Donc, sur le territoire d'une femelle, il y a eu, à un moment donné, 4 mâles sur un endroit donné, hein, dans le Haut-Doubs. Il y a eu 4 mâles différents qui ont été identifiés. Ce qui veut dire, et dont un venait de 80 km. Juste une petite parenthèse, ils ont été identifiés, si vous vous posez la question, les lynx sont identifiés, non pas à partir de l'ADN comme pour le loup, mais à partir des taches qu'ils ont sur leur pelage. Chaque lynx a des caractéristiques de pelage bien particulières. Alors, on en a parlé un peu sur les transmissions techniques de chasse. Hein, donc, les lynx, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Les lynx, effectivement, voient leur mère chasser, mais n'apprennent pas, comme les loups, effectivement, à chasser véritablement. Comment ils perfectionnent, justement? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des techniques d'apprentissage? À partir des équipes, ça intéresse un peu. Ils sont contraints du jour au lendemain où la femelle, leur mère, les met à la porte, débrouille-toi, ils sont bien obligés. C'est tombé. Ouais. Ils sont bien obligés de se débrouiller et ils essayent d'attraper des chevreuils, ils essayent d'attraper des chameaux, puis ils n'y arrivent pas au début. Donc ils se retournent vers des proies plus faciles à attraper, et c'est la période, pendant cette période de 2, 3, 4 mois, où le régime, quand on étudie le régime alimentaire du lynx, on s'aperçoit que la prédation du renard est beaucoup plus importante qu'à d'autres périodes. D'accord. Et puis, dernière question, après je vous laisserai reprendre le fil. Dernière question sur le jeu. Est-ce que vous avez déjà observé quelle est la place du jeu chez les lynx, notamment chez les petits lynx? Le jeu, il existe chez toutes les espèces animales. Alors nous, on appelle ça le jeu. Est-ce que c'est effectivement qu'un jeu ou justement c'est une initiation qui va les conduire à être ce qu'ils seront après? Mais oui, d'après les films qui ont... Alors moi, j'ai jamais eu la chance d'observer ça, mais je ne désespère pas. Il y a des observations qui ont été faites où on voit effectivement des petits lynx qui s'amusent entre eux. Mais comme toutes les bestioles. Ah, c'est à moi, pardon. Ah! Où c'est? Je ne la vois pas, ma fleur. Oui, allez-y. Alors, attendez avant d'appuyer. Là, vous avez 2 séquences où vous allez voir d'une part un lynx mâle, tout seul, et puis après vous aurez une autre séquence où vous verrez une femelle qui avait 2... non, elle avait 3 petits, mais il n'y en a que 2 qui ont été filmés. Allez-y. Ça va bien. Ça marche pas? C'est sur la flèche... Oui, non. Non, c'est quand il y a le triangle que ça marche. Oui, mais là, c'est en lecture, là. Non. Bon, pareil, ça marchait. Vous pouvez vous remettre sur le triangle? Là, elle va bouger. Non. Ça charge, oui. Ouais. Ça, c'est filmé à moins d'1 heure d'ici. Alors ça, c'est des images qui sont faites au piège photo. Hein. D'ailleurs, toutes... Ouais.
La suivante. Voilà. Elle est là, hein. Non. Ça y est. Ah, les voilà. Alors regardez la date, ça a été pris au mois de novembre. C'est des petits qui étaient nés au mois ceux-là, ils étaient nés au mois de mai. Donc ils ont déjà une taille avancée. Et ils vont rester encore avec leur mère jusqu'au mois de mars, parce que c'est au moment de l'accouplement, au moment du rut, qu'elle les fait partir. Voilà, pardon. Alors, le lynx, il vit où? Et quelles sont les conditions essentielles pour qu'il soit présent? Le lynx, il lui faut 3 choses. Il lui faut un espace forestier, pas que, mais un espace forestier. Il lui faut des zones de quiétude, notamment quand il est les petits. Et il faut, bien sûr, qu'il y ait un potentiel alimentaire suffisant. Alors, voilà des images. C'est dommage qu'avec la lumière, ça c'est une image qui est caractéristique du milieu. Vous avez ici toute cette partie forestière avec des prés dans lesquels il va chasser le chevreuil ou le chamois. Et puis, c'est une photo qui est prise d'une barre rocheuse. Or, les barres rocheuses, c'est des éléments qui sont extrêmement importants dans l'écologie du lynx. Très importante. Voilà un autre endroit. Toujours ces massifs forestiers. Ça, c'est une photo qui a été prise dans le Bugey. On est en pleine zone à lynx ici. En bas, c'est la route qui va entre Saint-Rambert et Tenay. Hein. C'est juste là en dessous. Voilà. Les mêmes milieux l'été. Alors, son potentiel alimentaire, le régime alimentaire du lynx, il est facile, relativement facile à exprimer. C'est principalement les ongulés de petite taille, pour une moyenne taille, chevreuil, chamois. Il peut aller jusqu'à une biche, ce qui est quand même, une biche, ça pèse à peu près 3-4 fois plus qu'un lynx. Hein. La prédation du lynx, c'est une prédation, vous avez dû voir des photos sur les guépards, sur les loups, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, il attrape systématiquement, les félidés attrapent leurs bêtes à la gorge et non mais, c'est pas comme le loup. Le loup, c'est terrible ce qu'il fait, je ne veux pas le dire. Mais le lynx, il tue très proprement. Très, très proprement. Voilà. Et puis, j'en ai parlé. Pour les jeunes en émancipation, le renard fait partie de la nourriture. C'est moins méfiant. Voilà. Voilà. Bon, j'ai repris ça. Et en fonction des endroits, s'il y a beaucoup de chamois, il va se concentrer principalement sur les chamois. S'il y a beaucoup plus de chevreuils, c'est le chevreuil. Mais rouge et noir constituent quand même l'essentiel de son régime alimentaire, chevreuil, chamois. Voilà, je vais avoir fini. Alors maintenant, si certains ou certaines d'entre vous ont envie de se dire, oula, faut aller le chercher.
Et la première chose qu'il faut faire, c'est de chercher ses traces. En sachant que les traces de félidés, et si vous avez des chats, vous lui retournerez la patte et vous regarderez, c'est très caractéristique, que ce soit pour tous les félidés, tous, du chat au tigre. Les deux doigts supérieurs, là, ne sont pas alignés, ils sont décalés. Ça, c'est ce qui permet d'identifier instantanément si on a affaire. Alors, la taille d'un lynx, c'est comme ça, celle d'un chat, c'est comme ça. Hein. Voilà. Et puis un jour, une fois, il est là. Cette photo, elle a été prise par quelqu'un qui est, si vous me permettez l'expression, fait partie des cinglés, comme moi. Je l'ai croisé un jour, ici, monté à la fure. Cette personne a vu le lynx des dizaines de fois. Des dizaines de fois. Et je le croise. Bon, tu montes au lynx, oui, machin, on discute. Il me dit, ça fait mon 103e affût sans le voir. C'est-à-dire que ce gars, il avait vu le lynx des dizaines et des dizaines, mais il continuait 103 affûts de suite sans voir la bestiole. Il faut avoir le mental hein, pour faire ça. Il faut avoir le mental. Eh bien, il a eu raison, parce que le 104e, ça a été le bon. Et c'est celui-là, le 104e. Voilà. Alors là, je vais vous montrer les plus belles photos de lynx que vous aurez jamais vues. Voilà. C'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous regardait tranquille, et on était à... Bon, là, j'étais à 50 mètres. Mais mon copain, quand il l'a photographié et qu'il s'est couché, il était à 30 mètres. Voilà. Alors j'ai fini parce que le temps m'est imposé. Autrement... Alors maintenant, c'est un temps pour vous. Si vous avez des questions pour Georges. Oui. Nous, on habite dans le Haut-Val-Romée, à Autonne, et on rêverait de voir un lynx. Vous habitez dans le Val-Romée? Oui, dans le Haut-Val-Romée. Et justement, on se posait la question, pour faire les affûts, c'est mieux très tôt le matin ou plutôt en début de soirée quand la nuit elle tombe? Le dernier lynx que j'ai vu, j'étais avec mon épouse, on avait déjeuné, et je dis, à 16h on verra rien. On s'est arrêté dans la voiture au bout d'un moment, et puis c'était pas marrant. Elle me dit, viens, on va essayer on va voir, peut-être qu'on pourra le voir. Et de façon très doctorale, en tant que sachant, je lui ai dit, mais non, à 16h, on verra pas de lynx. À 16h, c'était 1h hein, de l'après-midi. Et batatrac, on est tombé sur un lynx. Vous pouvez voir du lynx. Alors, il y a appris, par exemple, au moment du rut, les pics les plus importants, ça ne veut pas dire que dans la journée, vous ne l'entendrez pas, mais les plus importants ont lieu plus le soir, la nuit et le matin, enfin toute cette période. Mais vous pouvez l'entendre gueuler en pleine journée. Hein. Quant à le voir, si c'est une bestiole qui est extrêmement difficile à voir parce que on maîtrise, il est d'une très grande discrétion et il a un mode d'emploi difficile. Et pour le voir, pour avoir des chances de le voir, c'est au moment du rut, et puis l'autre, c'est tomber sur une bête qu'il a tuée et se mettre pas très 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 loin et attendre. Et là, il peut venir en pleine journée. Hein. Mais vous me direz dans quel coin du Val-Romée vous êtes et je vous aide. Il y en a qui en ont vu. Ah ben oui, ils sont chez vous. Ouais. Ou enfin, vous êtes chez eux. Mais on nous a dit aussi que les loups les font fuir, en fait.
fait que les loups arrivent, ça les fait fuir, qu'ils n'aiment pas cohabiter ensemble. Ça, c'est complètement faux. Ensuite, que les loups arrivent, dans le budget, dans l'état actuel des choses, les loups sont pas nombreux. Il y en avait un qui s'est fait écraser à, je sais plus où. Bref. Non. Et les loups et les lynx cohabitent très bien. Et le lynx est plus dangereux pour le loup que le loup pour le lynx. La prédation, elle est liée à la taille. Mais si on parle de l'animal adulte, il n'a pas de prédateur. C'est un grand prédateur. Donc, il est au sommet de la chaîne. Hein. Donc, ce que vous êtes en train de dire, finalement, c'est que l'ennemi juré du lynx, c'est l'homme, quoi. Ouais, je ferais pas un scoop en disant ça. Hein. On est d'accord? Non, mais il n'en a pas d'autres. Non. Il n'en a pas d'autres? Non, à part des cas bien ponctuels comme ceux que je viens d'exprimer, non. Compte tenu de son comportement, qui est une bestiole, absolument sans aucune crainte, rien. Tuer un lynx, si vous avez un fusil, c'est tirer de là. Moi, celui que j'ai vu, là, le dernier là, dont on a parlé, il était à 5 mètres. Il était comme ça dans la pente. J'ai imité un micro-mammifère. Il s'est retourné. Il nous a regardé. Il était de là au mur. Hein. Et du coup, il n'y a jamais eu cas d'attaque de lynx vis-à-vis des êtres humains? Ça, c'est une question que j'aime bien, ça. Non, c'est vrai. C'est vrai parce qu'elle montre, c'est vrai, et on me l'a souvent posé, elle montre à quel point, avec notre civilisation, petit à petit, on s'est écarté des réalités de la nature. Des bêtes qui attaquent, il n'y en a point. Le loup attaquera. Alors, il y a des erreurs à ne pas commettre. Exemple, si tu vois, on se connaît depuis très longtemps, donc c'est pour ça que je suis toujours madame, hein. Je me permets. Si tu vois une ours avec un ou deux petits, il ne faut pas t'en approcher. Là, c'est éminemment dangereux. Mais si tu vois un ours, hormis de conditions très très particulières, c'est-à-dire tu es sur un chemin, l'ours arrive au même moment et puis là, ça peut être... Mais quant au lynx, il n'y a strictement aucun danger. Non, il y a certaines bestioles qui peuvent être plus dangereuses. On n'y pense pas. Par exemple, au moment du brame du cerf, où les cerfs ils sont complètement affolés, tomber nez à nez avec un cerf, il peut avoir à ce moment-là une réaction de charger, et avec des bois comme ça peut faire très mal. Mais on ne va pas penser qu'on prend des risques en allant voir des cerfs, alors que aller voir des ours, le nombre de fois où on m'a dit « mais t'es complètement fou ». J'ai eu affûté l'ours dans des conditions limites. J'ai encore 5 minutes? Oui, on est dans le temps de questions-réponses. Une fois. J'ai affûté un ours, mais je ne parle pas du lynx, c'est l'ours. J'ai affûté un ours, j'avais mis une planche dans un arbre parce qu'il y avait de quoi... Il avait tué une bestiole juste à mes pieds. Donc la seule solution pour voir l'ours, c'était affûter dans l'arbre. J'avais affûté une première nuit assis sur une branche, mais je ne l'ai fait qu'une nuit. Je l'ai pas... Donc après, j'avais mis une planche. Et puis autour de cette planche, j'avais mis des cordes comme ça, parce que je me suis dit, dans la nuit, si je bouge, que je ne tombe pas de l'arbre, quoi. Et puis, dans l'après-midi, il y a ma femme qui monte avec un copain, voir où était l'affût. Et voilà, là, il était complètement cinglé. S'il y a l'ours qui vient,
il grimpe, et là, toujours de façon très doctorale, je leur ai dit, il grimpera pas. Bon. Et ils sont partis. Et la nuit est arrivée, et j'ai commencé à mon affût. Alors mon affût, j'avais ce qu'il fallait pour manger, parce que j'appartiens à cette génération où nos épouses préparent tout. Tout. Mon fils, non, j'ai cette chance. Bref, donc il y avait tout. Il y avait les petits pots, la serviette, tout. Donc je commence à grignoter. Une fois que j'ai tout fini, je range mes affaires, j'attache la serviette et tout. Et puis la nuit tombe, je rentre dans le duvet. Et à un moment donné, j'étais dans le duvet et je sens... Et là, et je vous raconte pas des histoires, j'ai le cœur qui s'est mis à battre, à combien, j'en sais rien, je n'ai pas mesuré, mais tellement fort que je ne pouvais pas écouter. Je voulais écouter, savoir. Alors je me suis commencé par me jeter dans les cordes, comme ça. Je me suis jeté dans les cordes, puis j'écoutais pour savoir. J'entendais rien. Puis au bout d'un moment, je me souvenais qu'on m'avait dit « un ours, ça pue ». Donc je tourne la tête, je sentais comme ça, puis petit à petit, je me suis revenu, parce que j'étais entre la planche et les cordes, je me suis remis comme ça, et rien. Alors comme j'avais ma lampe qui était dans mon duvet, j'ai allumé ma lampe, doucement, je l'ai sortie du duvet, et là, je l'ai vu. C'était la serviette que ma femme m'avait mis, que j'avais attachée, et il y avait eu du vent, et ça m'avait frôlé. Et comme il m'avait dit ça avant, je l'avais mémorisé. En d'autres temps, j'aurais pas fait gaffe, j'aurais fait ça, Peter. Mais là, j'avais mémorisé, et voilà la seule façon où le risque que j'ai pris avec un ours. Merci beaucoup. On a encore une question. Oui, allez. Et puis après, on va passer à la séance bio-inspiration. Est-ce que le lynx, il a un comportement qui diffère selon les saisons, mis à part la saison du rut? Par exemple, est-ce qu'en hiver, il a plus tendance à hiberner? Est-ce que, je sais pas, la neige, la pluie, ça peut le freiner? Rien. Le comportement du lynx, mais c'est un peu vrai pour tous les prédateurs, mais spécifiquement quand même sur lynx, le comportement du lynx, il est tributaire d'un problème de nourriture. En dehors de la période de rut, sa principale préoccupation, c'est de trouver... Il lui faut quand même, à peu près, un chevreuil par semaine. Donc, il faut qu'il s'en occupe. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Allez, c'est vraiment la dernière. Vous allez tout de suite comprendre à mon accent pourquoi je pose cette question. J'ai vu qu'il n'y en avait pas dans les Pyrénées. Et pourquoi il n'y en a pas dans les Pyrénées? Parce qu'il n'a pas été réintroduit ou est-ce qu'il y a une particularité de ce massif? C'est le monstre du Loch Ness dans les Pyrénées, ce que vous évoquez. Il y a des gens qui disent qu'il y a du lynx dans les Pyrénées. Il n'y a aucune preuve de présence du lynx dans les Pyrénées. Alors, pourquoi? Parce qu'il a été éradiqué de la même façon qu'il a été éradiqué de partout. Par contre, dans les Pyrénées, il faut savoir qu'il y a deux espèces de lynx. Il y a le lynx boréal, celui-là, qui vit sur toute l'Europe, et puis il y a une espèce spécifique qui vit en Espagne, qui est très facile à voir. Si vous voulez aller le voir, je vous indique des endroits, vous êtes sûr de le voir. Qui s'appelle le lynx pardel, qui est plus petit que le lynx boréal, mais dans les Pyrénées, est-ce qu'il y a eu du lynx boréal? Est-ce qu'il y a eu du lynx boréal et du lynx pardel? Ça reste un grand point d'interrogation. Mais il n'y a pas eu de réintroduction dans les Pyrénées. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Georges. Voilà.